Et bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver aussi. Moi, c'est Lucille. On va être parti pour 1 heure d'atelier conférence sur comment adopter une communication non violente. Et bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez super bien. Donc, il y a un endroit où vous pouvez poser des questions et un chat aussi. Donc, n'hésitez pas à écrire dedans. On est vraiment beaucoup aujourd'hui. On est près de 900 participants, alors qu'on vient tout juste de commencer. Donc, ça me fait super plaisir de voir tous vos messages défiler dans le chat. Il y a pas mal de personnes dans plein d'endroits différents aussi. Donc trop contente de vous voir et peut-être de vous retrouver aussi, si vous étiez déjà, là sur un de mes derniers ateliers. C'est super agréable de voir tous ces endroits, toutes ces personnes défiler. Un grand merci d'être présents et présentes. Donc si jamais, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant cet atelier. Vous pouvez aussi voter sur les questions des autres. Donc s'il y a une question qui vous intéresse, n'hésitez pas à voter dessus. Comme ça, je pourrai la voir aussi plus facilement. Et bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ça fait super plaisir de vous voir ou de vous retrouver. On est près de 1000 déjà, donc merci, d'avoir pris le temps, de passer 1 heure avec moi. Et merci pour vos je vois quelques questions défiler. On en parlera aussi entre les parties et à la fin, vous inquiétez pas, on aura environ, 15 minutes, 10-15 minutes de questions-réponses. Donc il y aura vraiment plein de questions. S'il y a quoi que ce soit du point de vue technique aussi, on a Trainme, l'équipe Trainme qui est là en backup, qui est là pour nous aider, pour faire en sorte que tout roule. Donc un grand merci à eux aussi. Et surtout, merci à vous. Donc je vois que tout va bien de votre côté, donc ça fait super plaisir. On va commencer d'ici une petite minute, le temps que tout le monde arrive. Donc installez-vous. Et pour info, vous aurez le replay, donc vous pourrez revoir, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc vous aurez accès à tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et vous pourrez aussi l'envoyer à des collègues si jamais il y a des collègues qui voulaient venir mais qui n'étaient pas présents ou présentes. Super, je vous propose de commencer. Donc je vais vous parler rapidement du sommaire de ce qu'on va faire, et puis, après on pourra rentrer dans le vif du sujet. Donc on va voir d'abord pourquoi c'est important d'avoir de bonnes relations au travail, à quoi ça sert, pourquoi c'est un sujet qui est vraiment, important pour nous aujourd'hui. Ça peut être une source de souffrance pour certaines personnes, mais ça peut être aussi une source de force, au travail, au quotidien. On va parler de la communication non violente. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes au bon endroit parce qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui. C'est une méthode pour apprendre à s'écouter, à écouter les autres et aussi à communiquer. Et on aura aussi pas mal d'exercices pratiques. Donc, des exercices pratiques pour travailler sur soi, mais aussi pour mieux communiquer avec les autres. Et je vous inviterai vraiment à réfléchir avec moi à ces exercices-là. Si vous voulez les faire, n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo ou un endroit où vous pouvez prendre des notes pour faire ces exercices ensemble. Vous pouvez aussi les faire tout simplement dans votre tête. Donc, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. On est beaucoup aujourd'hui. Ça me fait super plaisir de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Si on ne se connaît pas déjà, je vais commencer par me présenter. Et d'ailleurs, vous n'êtes jamais en retard. Donc, zéro souci, vous n'avez rien raté. On vient tout juste de commencer. Donc, un grand merci d'être là. Donc moi, c'est Lucille. Donc ravie de vous rencontrer si on se rencontre aujourd'hui. Ravie de vous retrouver si on se retrouve. Je donne pas mal d'ateliers pour la semaine de la qualité de vie au travail. Et mon métier, c'est coach et consultante en bien-être en entreprise. Donc, plus concrètement, ça veut dire que je vais vous donner des choses à faire, très simples, que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie au quotidien pour vous sentir mieux au travail. Et ça va être vraiment l'objectif de notre présentation aujourd'hui, c'est que vous ressortiez non seulement avec de nouvelles connaissances, mais surtout avec un plan d'action, de choses à faire pour avoir de meilleures relations au travail. J'ai un double background qui va vous intéresser. J'ai une formation, une expérience en management, c'est ma première carrière, et aussi une expérience en pleine conscience. Et vous verrez, un des exercices que je vais vous montrer aujourd'hui va être issu de là. Ok, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, si vous venez d'arriver, je vais vous rappeler le programme. Donc, le programme, on va parler de pourquoi avoir de bonnes relations au travail. À quoi ça sert? On va en parler tout de suite dans un tout petit instant. Ensuite, on va parler de la communication non violente. Donc, ça, c'est un outil super puissant pour se connaître, comprendre les autres et aussi bien communiquer avec les autres. Donc, très, très utile. Et on aura des exercices pratiques. Donc, pour ces exercices pratiques, n'hésitez pas à prendre un petit truc pour pouvoir écrire. Vous pouvez aussi les faire dans votre tête.
Donc en tout cas, un grand merci d'être présent et présente. Ravie de vous retrouver. On est à près de 1200. Donc waouh, merci. Un grand merci d'être là. Ça me fait super plaisir de voir que vous êtes aussi intéressés par cet atelier. Ok, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de parler de pourquoi on veut avoir de bonnes relations au travail. Ça, c'est super important. Ça peut être une source de souffrance, ça peut être aussi une source de turnover si jamais vous gérez une équipe et que vous voyez vos collègues partir. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les gens peuvent partir. N'hésitez pas aussi à commenter dans le chat, à réagir. Vous le verrez, en fait, on peut aussi voter pour les questions et les remarques des autres. Donc, ça me permet de mieux les voir vu qu'on est 1200. Donc, de bonnes relations au travail, qu'est-ce que c'est? Déjà, la première chose, c'est pas forcément bien s'entendre avec tout le monde. On peut ne pas apprécier certains collègues et quand même avoir de bonnes relations avec eux, bien collaborer avec eux, bien communiquer. Donc, ce qu'on recherche en ayant de bonnes relations au travail, c'est avant tout d'avoir une culture d'entreprise où on a une bonne collaboration. On arrive à bien comprendre ses collègues, à bien communiquer, l'information s'échange bien et on arrive aussi à créer un climat qui est plutôt positif, où il y a moins de conflits, il n'y a pas de non-dits. On arrive à bien communiquer avec ses collègues. Donc voilà quelques bénéfices et vous avez pu les voir aussi au quotidien lors de votre travail, que ce soit sur site ou en télétravail. Le premier, c'est vraiment la collaboration. Lorsqu'on a de bonnes relations au travail, on arrive à comprendre ses collègues, on arrive à faire passer des informations. Il n'y a pas de non-dit, on n'ose pas forcément poser des questions en réunion ou on n'ose pas demander quelque chose à son manager. La communication devient fluide et devient facile. Ça, c'est vraiment un des gros objectifs d'aujourd'hui. On va essayer d'aller vers là aujourd'hui. Une autre chose, c'est de créer une culture d'entreprise bienveillante. Ça aussi, c'est important puisque si on a une bonne culture d'entreprise, une culture d'entreprise bienveillante, ça permet à tout le monde de se sentir plus heureux au travail, en tout cas d'avoir moins de sources de souffrance liées aux relations. Et ça crée aussi la culture d'entreprise vers laquelle on veut aller. Donc, c'est peut-être une culture d'entreprise plus ouverte, où on parle plus à ses collègues, on arrive à parler de problèmes de manière positive et constructive. Il y a aussi une grosse question de motivation. Peut-être que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, et ça, j'en suis sûre, vu qu'on est déjà 1300. Peut-être certaines personnes ont quitté un poste parce qu'il y avait des problèmes de relations au travail, se sont sentis peut-être démotivés parce qu'on avait des problèmes de reconnaissance ou peut-être de communication qui n'étaient pas très fluides ou des problèmes de relations. Et en fait, les relations au travail, c'est essentiel pour la motivation. Je me doute aussi que dans ces 1300 personnes que nous sommes aujourd'hui, il y a peut-être pas mal d'entre vous qui avaient peut-être eu à gérer une équipe ou collaborer beaucoup avec des collègues au quotidien. Vous devez beaucoup parler à des personnes pour pouvoir faire votre travail. Et vous avez aussi un rôle à jouer sur la motivation des autres. En fait, bien communiquer avec les autres, vous allez pouvoir leur permettre d'être plus engagés dans le travail que vous faites avec eux. Donc ça aussi, c'est important. Il faut voir qu'on n'est pas sur notre propre îlot, mais que ces bonnes pratiques, on les transmet aussi aux autres et on encourage les autres à avoir de bonnes relations au travail. Donc en faisant ce travail sur vous, vous allez peut-être avoir un petit effet boule de neige sur vos collègues qui est quand même assez puissant. Et le dernier, qui est un petit peu plus sombre, c'est celui de la santé mentale. On entend beaucoup parler de stress et de burn-out au travail. Si ça vous intéresse, rendez-vous demain, d'ailleurs. Il y a un atelier là-dessus. Mais les relations au travail sont un gros aspect de cette question de santé mentale au travail. On peut avoir des sources de stress à cause de nos relations, à cause aussi d'incompréhension, de choses dont on ne va pas forcément parler. Et c'est important de créer cette culture d'entreprise où on peut parler à nos collègues, même des choses qui vont moins bien, et même aussi de choses qui peuvent faire peur, comme nos sentiments, notre ressenti, et où on peut essayer d'accueillir aussi le ressenti de nos collègues avec bienveillance. Donc on va essayer de voir tout ça aujourd'hui, et je vous donnerai des méthodes très concrètes pour mieux vous comprendre, pour mieux comprendre vos collègues, et pour mieux communiquer avec eux. Donc, on y va. Je vous propose de voir ce que c'est la communication non violente. C'est un des principaux outils qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc ça, c'est un outil qui est plutôt intéressant et assez important, puisque on va vraiment s'en servir aujourd'hui pour l'appliquer au quotidien. Et je vois qu'il y a quelques questions, je vais revenir dessus juste après, une fois qu'on a posé les bases théoriques de ce qu'on va faire et aussi les bases vers où on va s'orienter. Donc, j'arrive tout de suite. Donc, la communication non violente, c'est quoi? C'est une méthode pour mieux se comprendre. Déjà, ça va être la première étape. On va passer beaucoup de temps à essayer de mieux se comprendre. Parce qu'en fait, si on ne se comprend pas bien, on ne peut pas
agir avec les autres. Si on ne sait pas ce qui se passe en nous, ça va être difficile de le transmettre aux autres et d'essayer de comprendre ce qui se passe en eux. La deuxième étape, ça va être de comprendre les autres, de les écouter. Donc, on essaye de comprendre ce qui se passe en nous et on essaye de comprendre ce qui se passe chez les autres. Puis ensuite, on va pouvoir communiquer et là, il y aura quelques petites règles, quelques petites techniques qui vont nous aider à communiquer de manière utile, de manière efficace et aussi de manière à créer une connexion entre nous et les autres où on se comprend vraiment. Si vous souhaitez aller plus loin, si à la fin de cet atelier, vous êtes dit: «C'est génial, j'ai envie d'en savoir plus», il y a un livre de Marshall Rosenberg, qui est le créateur de cette méthode, qui s'appelle «Les mots sont des fenêtres». C'est un très bon livre, très facile à lire. Il existe même en livre audio. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vers là. Je vais voir un petit peu, vos questions ici. Donc je vois il y en a pas mal ici. N'hésitez pas, à voter sur vos questions. Donc je vois une réaction, qui a été très votée, c'est: «La direction de l'entreprise doit insuffler une culture bienveillante. Si les patrons donnent le bon exemple, ça devient une évidence». Oui, très, très bonne remarque. Je la mets en gros pour que tout le monde, puisse la voir. Celle-là, c'est une très bonne remarque. En fait, on a tous notre rôle à jouer à notre niveau, quel que soit notre, niveau dans l'entreprise. Mais si parmi vous, il y a des managers, même si vous managez une personne, si vous interagissez souvent avec des autres, vous avez un gros rôle à jouer et n'hésitez pas aussi à en parler à votre manager à vous. Il y a en effet, boule de neige, donc vers le bas, des managers vers les employés, mais il y a aussi en effet du bas vers le haut, où ça remonte. En fait, on peut demander à son manager de créer ce type de culture d'entreprise, et ça, c'est vraiment important. On a tous notre rôle à jouer, donc très, très important ici. Donc là, je vois qu'il y a près de 200 votes pour cette question. On va beaucoup en parler, mais c'est pas quelque chose qu'on crée, tout seul ou toute seule. C'est quelque chose qu'on crée ensemble. Donc parlez-en à vos collègues, parlez-en à vos managers, parlez-en avec toutes les personnes avec qui vous travaillez. Waouh, super en tout cas, toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on appelle une culture d'entreprise? Donc c'est une bonne question aussi, je vais la mettre en plus grand. Une culture d'entreprise dans ce contexte, en fait, ça va être plusieurs choses. Ça va être la manière dont fonctionne notre entreprise, mais pas de manière aussi évidente que, par exemple, on utilise tel ou tel logiciel. Ça va être, par exemple, dans cette entreprise, on est une entreprise qui est ouverte à, ne pas savoir, aux questions. Ça peut être une culture d'entreprise. Une autre culture d'entreprise, par exemple, ça pourrait être, on a une entreprise très hiérarchique qui va du bas vers le haut, on n'ose pas trop contester, les décisions de nos managers. Ça aussi, c'est une culture d'entreprise. En fait, c'est tout ce qui est intangible, et qui existe au quotidien et les relations au travail, ça va être un gros aspect de la culture d'entreprise. Donc on va surtout se concentrer sur cet aspect-là, mais il y a aussi d'autres aspects. Il y a par exemple comment on travaille. Est-ce qu'on est des personnes qui anticipent beaucoup, certains problèmes ou au contraire, on essaie d'être très réactif? Il y a pas mal d'aspects, très différents, mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les relations au travail. Ah, super, pour ces questions. Donc je vois, il y a d'autres questions. Comment prendre la parole de façon plus confiante durant une réunion? On va en parler, beaucoup. Donc je vais y répondre, par la suite y répond. Donc n'hésitez pas toujours à voter aux questions des autres. Plus les questions, sont votées, plus je pourrai les voir facilement. Donc ne vous inquiétez pas, on va pas mal en parler. Je vois aussi qu'il y a des questions de conflit au travail. On va en parler aussi. Des questions de communication non verbale, là aussi, on va en parler. Donc on est au top, on est dans la bonne direction ici. Donc continuez à poser vos questions et on va toutes les voir après, si, j'ai pas encore répondu. OK, je vous propose de rentrer dans les 3 aspects de cette méthode CNV. Donc je vous ai dit tout à l'heure que, en fait, se comprendre, c'est super important. Ça va être vraiment la première étape. Donc si vous ne faites pas ce travail, et c'est vraiment un travail, c'est quelque chose qui va prendre du temps. On n'a jamais fini de se comprendre, en fait. C'est un processus qui va durer toute une vie. Ça va être très dur de s'exprimer. Trop souvent, on ne fait pas les 3. On va juste s'exprimer, on ressent quelque chose, on réagit tout de suite. Moi, je vous invite à avoir ces 3 étapes où vous comprenez. Vous essayez d'écouter les autres, vous essayez de comprendre votre réaction, vous essayez de vous exprimer. Ça marche vraiment en fait comme un cercle parce qu'on ne fait pas juste l'un d'un coup et après c'est fini. On se comprend, on écoute, on s'exprime et on continue, on continue, on continue. Ça, c'est vraiment les 3 étapes de la communication non violente. Et on va voir ces 3 étapes-là, en commençant par d'abord essayer de voir comment aborder cette méthode-là. Avec toute méthode, en fait, ça peut être facile de l'aborder de manière presque, automatique où on coche les cases.
Moi, ce que je vais vous inviter à faire ici, c'est à voir la communication non violente et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui comme un état d'esprit. C'est pas juste une technique que vous faites, c'est quelque chose qui va changer votre vie, changer votre manière de penser. Donc pour ça, je vais vraiment vous inviter à vous approprier toutes ces techniques-là, à les faire à votre propre manière. Voir tout ce que je vous dis comme des suggestions, mais vous, vous allez les transformer d'une manière qui marche pour vous. Une chose que je vais vous inviter à faire, c'est vous entraîner d'abord sur des situations à faible enjeu. J'ai vu dans le chat, et ça c'est un gros sujet, en particulier aujourd'hui, on a encore plus de communication, de plus en plus de communication, de vous entraîner sur des situations à faible enjeu. Donc, commencez pas tout de suite par, ce gros conflit qui vous gâche la vie au travail, mais peut-être commencer par quelque chose de simple où il y a pas un très gros enjeu, parce que ça va vous permettre d'être sûr que ces techniques marchent pour vous, que vous les êtes appropriées et que vous arrivez à faire ce travail constant où on s'écoute, on écoute les autres et on communique. Donc un exemple de situation à faible enjeu dans la vie pro, c'est faire un feedback à un collègue sur une petite erreur. Par exemple, un collègue que vous aimez bien a fait une petite erreur, vous voulez lui faire un feedback pour qu'il ou elle ne fasse plus la même erreur. Très simple, très facile, utilisez la communication non violente. Un exemple de situation à fort enjeu, il faut d'abord s'entraîner pour aller dedans, c'est par exemple faire un feedback de fond à votre manager. Ça, généralement, c'est une situation un petit peu plus stressante, où il y a plus d'enjeux, plus d'impact. Donc ça, on va la laisser pour après, une fois qu'on maîtrise, la technique. D'abord s'entraîner, après, continuer à pratiquer sur des situations de plus en plus difficiles. Et d'ailleurs, ces situations difficiles de conflit, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Donc, on y va, on va vraiment penser à ces 3 étapes. Et en fait, ces 3 étapes-là, elles sont vraiment importantes et je vais vous les rabâcher parce que c'est le plus important. Si vous ne retenez qu'une seule chose aujourd'hui, c'est vraiment ces 3 étapes. C'est il faut d'abord se comprendre et s'écouter, savoir où on en est, nous, avant de s'exprimer. Qu'est-ce qu'on veut exprimer? Qu'est-ce qu'on ressent? Ensuite, il faut, avant de s'exprimer aussi, essayer de comprendre les autres, dans quel état ils sont, qu'est-ce qu'ils ressentent, quels sont leurs besoins. Et ça, je vous montrerai plein de techniques pour écouter, pour avoir un vrai rôle de détective et comprendre ce que pensent nos collègues. Et ensuite, on va s'exprimer. Donc, il faut vraiment faire un travail sur soi avant de s'exprimer. Donc, trop souvent, on a tendance à s'exprimer directement. Moi, je vous invite vraiment à faire ce travail sur soi. Et on va voir comment faire ce travail sur soi d'abord en premier. Et on va essayer de faire ce travail sur soi, ou en tout cas, de commencer le premier pas vers ce travail sur soi avant de pouvoir s'exprimer. Donc pour ça, on veut mieux se comprendre en règle générale. Donc ça, c'est vraiment important, je vous le répète, faites ce travail sur vous. Pour ça, on veut changer d'état d'esprit pour être responsable de nos sentiments et de nos actions. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est souvent un concept qu'on ne connaît pas trop. Trop souvent, par exemple, lorsqu'on est énervé, on va prendre cet exemple-là. Je suis énervée parce qu'un collègue m'interrompt, m'interrompt tout le temps, vient de parler, toute la journée, et ça me fatigue. On peut avoir tendance à ne pas prendre responsabilité pour ses sentiments et se dire: «Oh là là, ce collègue, il est vraiment irritant, il n'arrête pas de m'interrompre». Ça, c'est poser la responsabilité sur quelqu'un d'autre. En fait, on ne peut pas contrôler les autres. La seule chose qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Donc pour se changer nous-mêmes, il faut prendre responsabilité par rapport à nos sentiments. Au lieu de se dire: «Ce collègue est irritant», on peut dire: «Tiens», avoir un état d'esprit de curiosité. À chaque fois que ce collègue vient me parler, ça a tendance à m'énerver. Pourquoi est-ce que j'ai cette réaction-là? Et vraiment essayer de réfléchir avec curiosité envers ses sentiments et ses réactions, plutôt que de les poser sur les autres. On ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas forcer les autres à changer. Même si certaines personnes peuvent effectivement nous irriter régulièrement, c'est à nous de prendre la responsabilité de soi. Et ça, c'est ces 2 étapes-là, soit l'accepter, soit se dire: «OK, c'est pas très grave, ce collègue a de bonnes intentions, du coup, ça c'est pas récurrent, je l'accepte, je vais essayer de changer ma réaction et de pas être aussi irritée lorsque cette personne vient me parler. Soit on peut essayer de changer la situation, c'est les 2 seules choses qu'on peut faire, qui viennent de nous. Par exemple, on peut, parler à ce collègue et lui faire un feedback avec les méthodes que je vais vous montrer à la fin, pour travailler sur cette situation et essayer de changer, la situation ou en tout cas commencer à travailler sur cette situation. Donc pour rappel, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est nous-mêmes. On peut soit contrôler notre réaction, soit contrôler, ou changer la situation si on le peut. En tout cas, proposer de changer la situation, autant qu'on le peut. Donc pour se comprendre, pour savoir où on en est, il faut faire plusieurs choses et ça c'est vraiment 3 étapes, pour nous. La première déjà, c'est changer d'état d'esprit. On va essayer de comprendre nos sentiments et nos besoins.
Donc vraiment réfléchir, se dire: «Qu'est-ce que je ressens?» Être curieux ou curieuse envers nous-mêmes. Ensuite, on va faire cet exercice-là dans un instant, mais en fait, on peut se comprendre grâce à notre corps. Lorsqu'on ressent quelque chose, notre corps nous donne des infos. Et on fera l'exercice ensemble, mais essayez de vous rappeler, par exemple, de la dernière fois où vous avez eu peur ou d'une situation qui vous fait peur. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? On ressent peut-être une boule au ventre, notre cœur bat plus vite, on a des tensions, ainsi de suite. Ça, c'est notre corps qui nous exprime ce qu'on est en train de ressentir. Et moi, je vais vous montrer une méthode très utile, puisque souvent, on ne sait pas forcément ce qu'on est en train de ressentir. On ne comprend pas très bien nos sentiments. Un bon exemple et une bonne idée, c'est utiliser notre corps pour voir ce qu'on ressent. Et ensuite, la dernière étape pour se comprendre, c'est vraiment faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes. Ça, c'est super important. Trop souvent, on peut avoir tendance à se juger, à juger nos sentiments, à essayer de les diminuer, peut-être de les cacher, de les mettre sous le tapis. Malheureusement, on ne peut pas contrôler nos pensées, on ne peut pas contrôler nos sentiments. Du coup, il faut juste faire ce travail pour essayer de les comprendre et de les accepter. Par contre, on peut contrôler notre réaction et ça, je vais vous montrer quelques idées de choses à faire là-dedans. Avant qu'on passe à la partie pratique, je reviens vers vous puisque je vois qu'il y a quelques questions aussi. Donc pas mal de questions, que je vais que je vais regarder. Hem, alors, il y en a pas mal. Ça, il y a beaucoup de votes. On va y répondre, donc toutes les questions qui concernent les relations interpersonnelles, on va attendre la fin pour y répondre parce que là, je vais vous donner quelques exemples de choses très concrètes à faire qui vont, vous donner des exemples. Donc continuez à les voter et je prendrai les questions les plus votées sur les relations personnelles. Donc par exemple, une idée de question qui a été très votée, c'est: «Comment faire face à un collègue qui a toujours raison?» Ça, on va y répondre, on va la prendre après et on va la déconstruire avec les techniques que je vais vous montrer. Donc on en parle juste après, et on va en avoir pas mal. Donc continuez à voter, il y en a vraiment plein, on va vraiment toutes les aborder quand on va passer à la partie interagir avec les autres. Je vous propose maintenant de faire un petit exercice, très rapide, une mise en pratique. Donc ici, ça va être très simple, on va juste s'installer confortablement sur notre chaise et on va fermer les yeux. Ça marche beaucoup mieux si on ferme les yeux, donc essayez de fermer les yeux si vous le pouvez, ça va durer moins de 2 minutes. Ici, vous allez prendre un moment pour repérer ce qui se passe dans votre corps. On va observer nos sensations physiques. Donc est-ce qu'il y a des endroits où il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plutôt relaxés? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps et qu'est-ce que vous ressentez? Essayez ensuite, une fois que vous avez pris conscience des tensions physiques, de les relâcher. Par exemple, vous pouvez relâcher les traits de votre visage, relâcher vos épaules vers le bas, desserrer les poings, relâcher vos jambes, ainsi de suite. Prochaine étape, on va essayer de prendre conscience des tensions mentales, de votre dialogue interne. Essayez de prendre conscience de vos pensées, de votre dialogue interne et voyez ce qui se passe dans votre tête. Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées? Vous pensez tout le temps aux mêmes choses? Est-ce que c'est plutôt calme? Puis, prochaine étape, on va prendre conscience de notre respiration sans la changer. Est-ce que votre respiration est lente? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est profonde ou pas forcément? Repérez votre respiration et aussi repérez où vous la sentez dans votre corps. Ici, on a fait un petit exercice pour s'écouter, pour voir ce qui se passe en nous. Maintenant, je vais vous proposer de faire une petite visualisation. On va voir ce qui se passe en nous lorsqu'on ressent certains sentiments. Donc, on va imaginer certains sentiments et on va essayer de les ressentir dans notre corps, de voir qu'est-ce qui se passe dans notre corps à nous lorsqu'on ressent ces sentiments. Donc ici, essayez d'imaginer une situation qui vous fait peur. Donc pour beaucoup de personnes, c'est par exemple parler en public devant des centaines de personnes. Qu'est-ce que vous ressentez? Donc pour certaines personnes, ça peut être avoir une boule au ventre, avoir la respiration plus rapide, plein de pensées. Maintenant, essayez d'imaginer une situation où vous êtes super confiant ou confiante. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Normalement, c'est souvent une sensation de relaxation. La respiration est plus lente. On a peut-être moins de pensées. OK, on en a encore 2 maintenant. On va essayer d'imaginer ce qui se passe lorsqu'on est en colère. Donc pensez à la dernière fois où vous êtes mis en colère, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Donc là, on peut avoir une sensation de rigidité, d'être crampé sur ses positions, une sensation de chaleur, de bouillonnement.
C'est différent pour chacun d'entre nous, donc essayez vraiment de mettre vos mots à vous sur ces sensations-là. Et dernière sensation, essayez de vous concentrer sur une sensation de joie, de calme, de bonheur relaxé. Qu'est-ce que vous ressentez là-dedans? Donc pour beaucoup de personnes, ça peut être une sorte de sensation de chaleur légère, de lumière, de relaxation du corps. Prenez un petit instant ici pour mettre vraiment vos mots à vous sur ces sensations qu'on a ressenties, ces émotions qui s'expriment dans notre corps. Puis ensuite, tout de suite, on va revenir aux sensations physiques, à la pièce. Revenez au bruit de la pièce, au poids du corps sur votre support, sur votre chaise. Et lorsque vous êtes prêt ou prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc là, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous dans le chat. Est-ce que c'était facile de ressentir? Pas trop. Dans tous les cas, si vous avez rien ressenti, continuez à pratiquer. Essayez de vous en rendre compte. La prochaine fois, vous vous rendez compte que vous êtes en colère, essayez de vous en rendre compte. Ça, c'est vraiment la première étape. En fait, si on ne se rend pas compte de nos émotions et de nos sensations, on ne peut pas apprendre à se connaître et on ne peut pas apprendre à connaître les autres. Donc certaines personnes disent super facile, d'autres personnes disent c'est un peu trop dur. On est tous et toutes différents. Et ça veut dire que on doit continuer à pratiquer. Donc même si c'était dur pour vous, n'hésitez pas à revenir. Par exemple, il y a des moments où c'est très évident, on est en colère. Donc si c'était dur pour vous, la prochaine fois, vous vous mettez vraiment en colère, imaginez, vous avez crié sur quelqu'un et vous vous dites: «Mince, là je me suis vraiment énervée». Là, vous revenez, vous dites: «Tiens, dans cette situation, qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps? Comment j'aurais pu me rendre compte avant d'être en colère que j'allais être en colère?» Ainsi de suite. Ça peut être une bonne manière de le faire. C'est pas toujours facile d'imaginer des sensations, mais continuez à le faire, ça vous aide à bien vous comprendre. Donc maintenant, on a appris à repérer nos émotions et c'est un travail quotidien. Ça, on ne le fait pas une fois et après c'est fini. Donc la prochaine fois que vous ressentez une émotion, dites-vous: «Qu'est-ce que je ressens dans mon corps?» Soyez curieux ou curieuse envers vous-même et ça va nous permettre de mieux nous connaître et ça va être vraiment la base pour tout ce qu'on va faire après. Et ça va être la base aussi pour écouter les autres. Et ça nous amène à notre prochaine partie. Donc là, on a appris à se connaître. Et rappelez-vous, c'est un travail qui prend du temps. On n'a jamais fini de se connaître, malheureusement. C'est un état d'esprit. Ça va changer notre mode de vie. On va vraiment se poser des questions, essayer de réfléchir. Et on va essayer maintenant d'écouter les autres. Donc c'est là où on va passer à la partie un petit peu plus interpersonnelle. Et n'hésitez pas toujours à parler de vos situations, à voter. Je sélectionnerai les situations les plus communes, celles qui ont le plus de votes pour y répondre et les prendre comme exemple tout à l'heure. On va vraiment les déconstruire et réfléchir sur cette situation-là. Je reviens rapidement aux questions. J'ai vu que ça a beaucoup bougé. Non, c'était surtout des ressentis. Donc, trop bien pour vos ressentis. Beaucoup de personnes disent aussi que la respiration peut changer selon les émotions. Ça, c'est aussi un bon exemple. En fait, notre respiration est très liée à nos émotions. Rappelez-vous, par exemple, lorsqu'on vous surprend, vous avez peur, une grande inspiration un peu comme ça, qui peut arriver. Donc ça, c'est un bon exemple puisque notre corps, en fait, et nos émotions, c'est une manière rapide de réagir. Par exemple, lorsqu'on a peur, c'est notre corps qui nous prévient face à un danger, qui nous dit: «Attention, il faut fuir, il y a un danger». Heu, Malheureusement, toutes ces émotions ne sont pas forcément adaptées. Heu, Souvent dans notre vie professionnelle, on n'est pas en danger. Donc on veut quand même écouter nos émotions et voir comment on va y répondre. OK, maintenant je vous parle de comment écouter les autres. Donc on a appris à se comprendre, on a pris conscience des émotions, on va essayer de faire la même chose chez les autres. On va essayer de voir ce qui se passe en eux. Alors on n'est pas obligé au travail, c'est pas non plus des séances de psy, on n'est pas obligé de parler de toutes nos émotions en long, en large et en travers, mais les émotions ont leur place au travail. Et en fait, les émotions des autres aussi ont leur place au travail parce que ça va nous permettre de mieux les comprendre. Et on va beaucoup revenir sur ce concept, mais c'est cette idée d'empathie. Donc, vous inquiétez pas, on va en parler pendant, pendant un petit bout de temps juste après. Mais cette idée d'empathie, ça veut dire qu'on va comprendre les autres, on va se mettre à leur place, on va essayer de voir ce que ou elles ils ressentent. Donc ça veut dire en fait que trop souvent, lorsqu'on écoute quelqu'un, on peut être dans le jugement, sans s'en rendre compte. En fait, c'est notre cerveau qui tourne et qui nous essaye d'analyser la situation. Donc, par exemple, un collègue nous parle d'un problème au travail, on va tout de suite, notre esprit va tourner pour essayer de trouver une solution ou peut-être de savoir comment nous, on aurait réagi. Moi, je vais vous inviter à essayer d'arrêter ce tourbillon de pensée et être dans l'écoute active. L'écoute active, en fait, c'est un super bon concept. C'est cette idée
de mettre son petit chapeau de détective et d'essayer de réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Prenez un exemple de votre vie, et ça nous est déjà tous et toutes arrivé. On avait l'impression d'avoir super bien compris, un collègue nous avait peut-être demandé de l'aide sur une tâche ou donné une tâche à faire. On a l'impression d'avoir super bien compris la tâche, pas de souci, on s'y attelle, on fait quelque chose. Et en fait, cette personne voulait dire quelque chose de totalement différent. Ça, c'est un exemple d'écoute passive. Notre cerveau a tout de suite tourné pour essayer d'analyser la tâche et de savoir comment la faire, alors qu'on ne s'était même pas assuré de si on avait bien compris, si c'était vraiment la bonne chose à faire. Donc cette écoute active, c'est vraiment cette idée d'être un ou une détective qui va essayer de voir si on a vraiment bien compris. Ça, c'est presque un super pouvoir une fois qu'on a développé ces compétences d'écoute active, parce que ça veut dire que, on va pas forcément, se tromper sur des tâches à faire lorsqu'on a des tâches à faire, qu'on va aussi pouvoir mieux comprendre les sentiments des autres. Et il y a un autre super pouvoir de l'écoute active, et vous allez le voir en fait, ça permet de faire baisser la tension émotionnelle d'une situation difficile. On en parle tout à l'heure lorsqu'on parlera de conflit, mais juste le fait d'écouter quelqu'un qui est énervé ou pas content ou qui est en désaccord avec nous, tout de suite, ça permet de faire baisser la tension, baisser la pression. Donc ça a vraiment pas mal de bénéfices. Pour les personnes qui ont beaucoup ressenti les bénéfices, de l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, qui se sentent super relaxées, c'est à peu près la même chose qui se passe. En fait, lorsqu'on met des mots sur des émotions, ça diminue, leur pouvoir, ça diminue, la charge émotionnelle. Ça permet de faire plus appel à notre esprit rationnel, qui est là, qui veut s'engager dans une situation, d'écoute et de collaboration. OK, maintenant je pense que vous êtes convaincus des bénéfices de l'écoute active. Je vais vous expliquer quelques techniques. Il y en a plein, on pourra en parler pendant toute une après-midi, mais je vais vous donner quelques techniques qui sont, très utiles. La première, c'est reformuler. Ça, c'est vraiment super facile à faire. Pour reformuler, c'est très simple. Imaginez que quelqu'un vient de me dire quelque chose. Je vais juste m'assurer que j'ai bien compris. Je vais me dire: «Ça, c'est mes mots», vous les transformez en vos mots à vous. Si j'ai bien compris, voilà la tâche à faire. Ou si j'ai bien compris, et là, expliquer ce que la personne vient de me dire, mais dans mes mots à moi. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et que je trouve très facile. Parce qu'en fait, soit la personne va nous dire: «Oui, tu as bien compris, c'est bon, tu as compris tout ce que j'ai à te dire». Soit la personne va réagir et nous dire: «Non, en fait, tu as pas bien compris, voilà ce que je voulais vraiment dire». Donc ça, c'est vraiment un super pouvoir reformuler, mais mettez-le dans vos mots, bien sûr, c'est ça qui est important. Première technique, reformuler. Deuxième technique, mettre des mots sur les sentiments ou les besoins des autres. Donc ça, rappelez-vous, lorsqu'on met des mots sur les sentiments ou les besoins, on est beaucoup plus dans notre esprit rationnel et ça diminue la charge émotionnelle. On est moins perdu dans le tourbillon de nos émotions. Donc ça, au travail, c'est pas toujours facile. Parfois, on a des collègues qui sont pas très ouverts, sentimentalement, donc on va pas leur dire: «Tu as si j'ai bien compris» et cetera, «Tu as l'air, énervé». Ça va bien sûr les énerver beaucoup plus. Donc on n'est pas obligé de le faire tout le temps. On peut essayer de mettre des mots sur les besoins. Ça va être, intéressant à faire parce que ça marche pour tout le monde. Tout le monde a des besoins, et tout le monde est ouvert à exprimer ses besoins. Donc on va peut-être essayer de voir quel est le besoin caché. Ça, c'est un point assez important de voir quel est le besoin caché parce que trop souvent, en fait, on ne dit pas vraiment ce dont on a besoin. Et c'est là où la communication non verbale rentre en jeu. La communication non verbale, c'est écouter au-delà des mots qui sont dits. Donc il y a, la position de mon corps, mon ton de voix, tout ça, ça fait partie de la communication non verbale. Donc par exemple, allez, je ne suis pas très bonne actrice, mais ça va vous donner un exemple. Si vous me demandez si ça va et je vous dis: «Oui, ça va super bien», heu, vous allez comprendre que ça va super bien. Je suis en train de sourire, ma posture est plutôt confiante, ça a l'air d'aller bien. Mais si vous venez me voir et que je suis comme ça et que vous me demandez si ça va et que je regarde vers le bas, puis je regarde vers vous et je vous dis: «Ça va». Peut-être que vous allez comprendre que, ça va pas très bien, j'ai peut-être besoin d'aide, j'ai peut-être un besoin qui est pas exprimé, mais peut-être que j'ose pas l'exprimer ou que j'ai pas envie d'exprimer. Et c'est en particulier dans ces moments-là où il y a une différence entre ce qui est exprimé par les mots et la communication non verbale, où il va vraiment falloir enquêter. Par exemple, face à cette deuxième personne qui serait un petit peu, déprimée, qui dirait: ça va», peut-être que vous pouvez lui poser des questions, l'écouter de manière active, lui dire: «J'ai l'impression que en fait, ça a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe? Heu, explique-moi ce qui se passe pour toi» et essayer d'engager la conversation pour voir ce qui se passe pour la personne.
et vraiment créer de l'espace pour que cette personne puisse vous raconter ce qui se passe pour elle. Donc là aussi, vous allez utiliser ces techniques de manière différente avec les personnes et utiliser ces techniques de manière différente selon vous-même, vraiment les personnaliser. Donc on a vu ici que pour l'écoute active, c'est important de reformuler, d'essayer de mettre euh, des mots, ces mots à soi, sur les mots des autres, pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc reformuler, c'est vraiment un super pouvoir. Mettre des mots sur les sentiments et les besoins, donc ça dépend comment on le fait. Chacun va essayer de le faire à sa manière, selon la personne à qui on parle et selon qui on est nous, ce qui sonne vrai pour nous. Et s'assurer qu'on a compris, toujours s'assurer qu'on a compris, ça c'est super important. C'est pour ça que, vous savez, lorsqu'on appelle par exemple des services d'aide d'urgence, on répète ce qu'on a dit. S'assurer qu'on a bien compris, c'est essentiel pour gérer des situations. Et dernier appel, la communication non verbale, c'est vraiment important. Je reviens vers vous aussi pour voir s'il y a des questions, des réactions. Il y a pas mal de personnes qui se parlent aussi dans le chat, c'est top. Camille dit quelque chose que j'aime bien. Certaines personnes le font et ça, c'est des exemples de techniques, donc je vais la partager. Camille demande la météo de chacun et ça, c'est quelque chose qui est très utilisé en entreprise. Alors selon les entreprises, bien sûr, ça en ira plus ou moins loin, dans les sentiments. Toutes les entreprises ne sont pas aussi ouvertes dans les termes de sentiments, mais avoir la météo, ça peut permettre, par exemple, de dire, «Je suis sous l'eau, je ne suis pas sous l'eau, j'ai telle charge de travail, j'ai tel ou tel problème». On n'est pas forcément obligé de parler de ses sentiments, on peut aussi parler, de ses besoins. Donc c'est un bon exemple, et merci pour ce partage. Alors je regarde encore les questions. OK, donc je vois, ça c'est une question, que je trouve assez importante et qui a été très votée. On a tous des manières différentes de le ressentir, et ça c'est quelque chose qui revient souvent. C'est si vous êtes sensible et là, dans ce cas-là, la personne qui pose cette question est hyper sensible, mais ça marche pour tout le monde aussi à différents degrés de sensibilité. On peut reprocher d'être trop émotif ou émotive et qu'il faut changer et forger un caractère. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose de très agréable à recevoir. La personne qui vous a reproché ça, en fait, est pas forcément, consciente des bienfaits de, exprimer ses émotions et des émotions et des sentiments au travail. Donc ça, c'est un signe que votre culture d'entreprise, c'est pas forcément une culture d'entreprise qui invite les émotions. Une bonne chose à faire si vous voulez, commencer à ouvrir l'esprit de ces personnes-là, ça peut être, de parler des manières concrètes, dont les émotions peuvent nous aider. Et ça, cette manière concrète, on n'est même pas obligé d'utiliser le mot émotion, ça va être la communication non violente. Moi, je vous donne un exemple, j'ai beaucoup accompagné des équipes de commerciaux, sur des sujets de communication non violente. Ça peut être parfois des personnes qui ne sont pas du tout, réceptives sur, le fait d'exprimer leurs émotions avec leurs collègues. Donc ça pourrait être juste une formation qui est organisée, au sein de votre travail sur la communication non violente. À titre personnel aussi, si jamais vous êtes confronté à ce type de personnes-là, vous pouvez juste utiliser l'écoute active pour voir en fait quel est le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas forcément vous. À mon avis, c'est pas vous. C'est peut-être que, la personne qui vous pose cette question a des besoins, qui sont pas répondus. Par exemple, cette personne, voudrait, plus, d'harmonie dans son équipe et peut-être peut avoir beaucoup de feedback négatif. On ne sait pas forcément et c'est pour ça que je vous invite à essayer d'écouter. Trop bien, en tout cas, merci pour vos questions. Je vous propose, de passer à la suite. Je reviendrai à vos questions, donc continuez à voter, pour les questions et on y répondra dans un instant. Un point sur lequel je veux vraiment insister, c'est l'empathie versus la sympathie. Donc pour rappel, en fait, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, on n'est pas obligé d'être sympa avec tout le monde, on n'est pas obligé d'être ami avec ses collègues. On peut vraiment ne pas aimer quelqu'un et se dire: «J'espère ne vraiment pas le croiser le week-end, celui-là ou celle-là». Et avoir de bonnes relations au travail. Donc pour ça, il faut vraiment séparer l'empathie et la sympathie. La sympathie, c'est le fait d'être,
d'accord avec la personne, de ressentir les mêmes choses que cette personne-là. On peut avoir des ressentis opposés, mais par contre faire preuve d'empathie. Ça, c'est assez important puisqu'en fait, ça va nous permettre de mieux comprendre les autres. Parfois, on peut avoir, par exemple, si on prend l'exemple de ce collègue qui reprochait à la personne qui a posé la dernière question d'être trop émotif ou émotive. Ce collègue, déjà, pas trop fait preuve d'empathie, mais nous, on peut essayer de faire preuve d'empathie envers ce collègue et se dire, mais pourquoi il ou elle ressent ça? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Même si c'est pas forcément agréable et peut avoir tendance à être sur la défensive, en fait, se poser des questions, ça va être important. Je vous donne un exemple très extrême, mais dans une des formations de commerciaux dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait une formation, d'agent immobilier qui, travaillait avec des personnes, enfin avec une personne en particulier, qui, en fait faisait des preuves de discrimination au choix de ses candidats locataires. Donc déjà très illégal et en plus très stressant puisqu'on ne peut pas faire preuve de sympathie envers ça. C'est non seulement illégal, mais c'est quelque chose qui nous met vraiment très, très mal à l'aise, puisque ça ne va pas dans le sens de nos valeurs. En fait, même avec cette personne-là, on va essayer de faire preuve d'empathie pour essayer de comprendre, mais surtout pas faire preuve de sympathie parce qu'on n'est pas d'accord avec elle. Donc on peut ne pas être d'accord, le montrer, mais quand même essayer de comprendre. Là, dans ce cas-là, la compréhension, c'est fini par, l'arrêt de cette relation commerciale, et tant mieux. On en parlera dans un instant lors de la gestion de conflits. Ça nous fait une petite transition, vers la suite, vers comment parler aux autres une fois qu'on les a écoutés. Donc on va passer à notre dernière étape, c'est s'exprimer. Donc vous voyez, là, on est bien plus à la moitié de cet atelier. On commence tout de suite à s'exprimer, seulement après avoir fait tout ce travail sur soi et ce travail d'écoute. Ça, c'est super important parce qu'en fait, trop souvent, quand on s'exprime, on va avoir tendance à réagir. Donc par exemple, un collègue nous fait une remarque qu'on trouve désagréable, tout de suite, soit on va se renfermer sur nous-mêmes et dire, «oui, oui» ou pas l'écouter, soit on va réagir négativement et peut-être l'attaquer aussi en retour. Si on prend le temps de s'écouter, on va se dire: «Tiens, cette remarque négative me met vraiment mal à l'aise, qu'est-ce qui se passe? C'est très désagréable pour moi, je suis énervée, je suis en colère, je suis triste. Qu'est-ce que vous ressentez?» Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi on ressent ça, puis on va essayer de comprendre pourquoi cette personne nous fait cette remarque négative. Est-ce que, c'est juste, par exemple, vous l'avez interrompu et vous en êtes même pas rendu compte et cette personne a besoin de calme? V Si vous ne lui posez pas la question, vous allez pas être au courant. Est-ce que cette personne a un problème beaucoup plus profond avec vous? Ça pourrait être quelque chose de très léger comme quelque chose de très grave, mais on n'en sait rien et on veut vraiment poser des questions, essayer d'écouter cette personne pour voir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on va pouvoir s'exprimer. Donc dans ce cas-là, la remarque négative, trop souvent, on pourrait avoir tendance à s'exprimer tout de suite et on veut vraiment faire ce travail en amont avant de s'exprimer. Maintenant qu'on a bien ça en tête, on va pouvoir voir comment s'exprimer et ça, c'est une méthode de la communication non violente qui est super utile. Il y a 4 étapes et on va les faire chacune ensemble. Pour bien s'exprimer, par exemple, faire un feedback, on va vraiment prendre cet exemple-là du feedback négatif. On va essayer de faire une observation, de parler de ses sentiments, de parler de ses besoins et de faire une demande, de poser une question. Ça, je vais vous montrer les 4 étapes et je vais vous inviter à les mettre à votre sauce avec vos mots. Ça, c'est super important. Donc on y va. Dans la pratique, on a notre phase d'observation. Ici, on prend l'exemple, et on va suivre cet exemple de quelque chose qui est assez énervant pour la plupart d'entre nous. On est en train de donner une présentation de notre travail au travail et un collègue arrête pas de nous interrompre, pour faire des remarques, poser des questions, ainsi de suite. Mais c'est permanent, on n'arrive pas à parler. Donc d'abord, on va faire ce travail en amont de comprendre ce qu'on ressent. On va essayer de le faire rapidement puisque c'est pendant notre présentation et là, on va imaginer qu'on va faire un feedback à notre collègue, qu'on ouvre la conversation, sur cette situation. Donc, on va d'abord avoir une phase d'observation. On va essayer de ne pas juger. Par exemple, jugement, ça serait: «Tu m'interromps tout le temps». Ça montre que j'en ai marre, c'est un jugement. En fait, rien de bon arrive en jugeant. Lorsqu'on juge quelqu'un, cette personne va se braquer, va être dans la défensive automatiquement et on coupe directement la communication. Donc, on va remplacer nos jugements par une observation. On va dire, par exemple: «J'ai remarqué que tu as interrompu ma présentation aujourd'hui et que j'ai pas pu la terminer. Il me restait, telle ou telle partie à faire et j'ai pas pu la finir.
Ça, c'est une observation. Ça montre en fait que pour nous, on n'a pas pu terminer notre présentation parce que notre collègue arrêtait pas de nous interrompre. Donc, première étape, faire une observation. Deuxième étape, on va exprimer ses sentiments. Alors, on n'est pas obligé, là aussi, d'aller dans le plus profond de ses sentiments. On les exprime de manière adaptée pour sa culture d'entreprise. Si vous êtes dans une culture d'entreprise où c'est très accepté, vous pouvez aller plus en détail, mais juste une petite phrase, ça suffit. Donc ici, on veut vraiment exprimer ce qu'on ressent. Par exemple, on peut dire: «Je me sens contrarié». Ça, c'est un sentiment. On va voir aussi, qu'on va parler des besoins dans un instant. Mais une chose qu'on va éviter ici, c'est un jugement, c'est quelque chose qui va couper la conversation. Donc on va pas dire à la personne: «C'est de ta faute, c'est pas poli d'exprimer les autres, tu devrais changer». Ça, c'est trop souvent ce qu'on va dire. Alors bien sûr, ici, je l'exagère, mais en fait, trop souvent, on a tendance à rendre les autres responsables, de nos sentiments. Personne nous a forcés à ressentir ce type de sentiment, donc c'est à nous de prendre responsabilité ici. Ensuite, en troisième étape, on va exprimer notre besoin. Donc ici, vous voyez que c'est une phrase qui se suit. Donc: «Je me sens contrariée parce que c'est important pour moi d'être écoutée quand je parle, pour me sentir reconnue». Donc ça, c'est vraiment votre besoin à vous. C'est différent pour chacun d'entre nous. Je vous donne un exemple ici, mais ça sera différent selon vos besoins. Pour comprendre les besoins, en fait, il y a pas mal de prismes d'analyse des besoins. Vous pouvez revenir à la pyramide de Maslow des besoins, mais vous pouvez aussi aller plus loin si ça vous intéresse, si vous voulez aller, plus en détail dans vos besoins. Il y a pas mal d'analyses là-dessus, mais c'est en fait, important de réfléchir à ses besoins parce que c'est ce vers quoi on veut aller dans notre vie. Nos besoins, ils sont importants pour nous, ils nous permettent d'aller vers nos valeurs, vers ce qui est important pour nous et on ne peut pas les mettre de côté. C'est très difficile de mettre nos besoins de côté. Donc ici, on veut éviter de formuler une critique, ça n'a rien de bon si on parle de manière négative à quelqu'un, il ou elle va se braquer. Donc on va vraiment parler de notre besoin et expliquer ce qui se passe en nous. Prochaine étape, on va faire une demande. Donc ça, il faut que ça soit formulé de manière concrète. Cette demande, trop souvent, lorsqu'on fait une demande, on peut avoir tendance à sauter toutes les premières étapes où on explique ce qui se passe en nous. On va juste aller voir notre collègue, peut-être si on est énervé, bien sûr, on réagit de manière différente, mais imaginez, je suis énervée, je vais voir mon collègue, je vais lui dire: «J'en ai marre, arrête de m'interrompre à chaque fois que je fais des présentations». Ça va mener à rien. On va peut-être l'expliquer de manière différente, mais trop souvent, on va aller vers la demande, vers la critique. Donc cette demande, on veut que ça soit concret. On veut expliquer ce dont on a besoin et on veut l'expliquer de manière positive. On ne veut pas juste dire à la personne: «Arrête de m'interrompre, je n'en peux plus», mais on veut peut-être lui dire: «Je te propose d'attendre la fin de chaque partie pour réagir. Est-ce que ça te convient?» Il y a vraiment une différence d'énergie et de ressenti entre ces 2 phrases, et cette demande concrète, positive, c'est ça qui va créer une conversation qui va s'ouvrir ensuite. Peut-être que la personne va dire: «Non, ça ne me convient pas». Peut-être qu'elle va dire: «Oui, ça me convient». Mais à partir de là, on va créer une conversation sur ce sujet difficile dont on avait envie de parler. Ça, c'est vraiment important. On va faire un petit exercice ensemble dans un instant, mais avant ça, je vais juste, passer aux questions sur cette partie-là avant qu'on fasse, les questions sur toutes les parties. Donc je regarde vos questions. Comment faire en face lorsque je vais la mettre en grand. Hop. Comment faire quand la personne en face n'est pas dans l'ouverture? On ne peut pas parler, ne laisse pas nous exprimer. Comment on fait? Ça, c'est une très bonne question en fait parce que ça montre que la communication non violente, c'est une démarche, c'est un état d'esprit. Rappelez-vous, on ne peut pas forcer les autres à ressentir des choses différentes, à agir de manière différente. La seule manière que les autres changent, c'est qu'ils en aient envie. Et nous, on peut par contre faire ce travail sur nous-mêmes. Et on peut revenir à certaines questions qui sont importantes pour nous. Donc par exemple, si cette personne n'est pas dans l'ouverture, on peut se demander pourquoi elle n'est pas dans l'ouverture. Est-ce que c'est nous qui nous sommes mal exprimés? Par exemple, ça peut arriver lorsqu'on peut ressentir beaucoup d'émotions. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, imaginez que je sois très énervée, ça bouillonne dans tous les sens de mon côté, je vais avoir du mal à m'exprimer de manière positive auprès de mon collègue. Donc ça peut être une chose sur laquelle on peut travailler. Est-ce que c'est pas le bon moment pour cette personne? Donc dans ce cas-là, on va être plutôt dans l'écoute active, on va voir qu'est-ce qui se passe pour elle. Par exemple, cette personne va pas bien parce qu'elle est vraiment sous l'eau et elle n'est pas prête à recevoir un feedback, c'est pas le bon moment pour elle. Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe pour cette personne?
Si après cette personne est juste catégorique, veut vraiment pas en parler, ben, on a juste 2 choix. On a le choix de changer sa réaction, de se dire: «OK», par exemple, dans le cas où votre manager vous dit, bah, cet objectif-là, on ne peut pas le changer, c'est important pour l'entreprise, donc je ne peux pas bouger dessus et on ne peut pas en parler, on ne peut pas en discuter. Bah, là, vous avez 2 choix. Soit vous changez votre réaction, vous dites: «OK, bah, ça c'est un objectif qu'on ne peut pas bouger, je vais donc essayer de l'accepter». Donc là, on peut changer nous-mêmes. Soit vous vous dites, par exemple: «Je ne peux pas l'accepter», pour reprendre le cas, des commerciaux tout à l'heure qui ne pouvaient pas accepter un client, qui va à l'encontre de la loi et dans ce cas-là, ils ont terminé la relation commerciale. Donc il y a vraiment plusieurs étapes ici et il faut vraiment essayer d'analyser le désaccord. On va le faire ensemble dans un instant. Donc avant qu'on passe à la partie questions-réponses, donc là, c'est le moment, votez sur vos questions préférées, posez vos questions, votez sur les questions des autres, puisqu'on va vraiment passer à la partie questions-réponses dans un instant. Je vous donne 2 exercices. On va commencer à les faire ensemble, mais après je vous invite à les faire régulièrement, parce que c'est la répétition qui va vous aider ici. La première, c'est transformer un jugement en observation. Par exemple, en jugement, c'est penser à ce que vous pensez de cet atelier. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire: «Oh là là, c'est super bien toutes ces techniques, j'ai hâte de les mettre en place», ou que d'autres personnes se disent: «Oh ouais, ça j'aime pas trop». Ça, c'est un jugement. Est-ce que vous pouvez le transformer en observation? Donc un jugement qui soit positif ou négatif, ça va être ce que vous, vous pensez de cette chose-là. Une observation, ça va être quelque chose de plus factuel. Par exemple, quelque chose de plus factuel, ça pourrait être, aujourd'hui, j'ai appris une technique pour, mieux comprendre mes émotions. Aujourd'hui, j'ai appris telle ou telle technique. Ça, c'est factuel. Vous pouvez le faire sur des choses plus grosses aussi. Si vous vous rappelez de la dernière situation, conflictuelle ou de désaccord dans laquelle vous avez été, vous pouvez essayer de transformer vos jugements en observation. Donc si une personne vous a énervé, est-ce que vous pouvez transformer ça en observation? Et ça nous mène à cette deuxième étape où on va déconstruire un désaccord. On va prendre un désaccord, on va essayer de réfléchir à: qu'est-ce que moi j'ai ressenti? Qu'est-ce que l'autre personne ressentit? Quels sont nos besoins? Ainsi de suite. Donc pour ça, si vous voulez vraiment faire cet exercice et vous poser en détail, reprenez cet atelier et repensez à un désaccord et réfléchissez à ce désaccord. Et peut-être, ça va vous donner une piste d'ouverture sur peut-être comment faire un feedback à cette personne, peut-être comment avoir de meilleures relations à cette personne. Si c'est par exemple, vous avez un collègue avec qui ça va pas très bien, c'est assez conflictuel, est-ce que vous pouvez agir sur votre réaction? Au moins vous allez pas lui parler de manière défensive, vous allez pouvoir lui parler de manière plus apaisée. Tout ça, ça va être important de bien réfléchir puisqu'on a tous et toutes, des besoins très différents. Donc voilà pour ces 2 petits exercices. Maintenant, je vais revenir aux questions. Donc déjà un grand merci, d'avoir été là. Je reviens aux questions. Pour info, il y a pas mal d'ateliers au cours de cette semaine, dont 2 que j'anime moi. Demain, on a un atelier sur le stress, donc si vous êtes quelqu'un qui peut être assez, émotif, ça va vraiment vous aider. En fait, il y a plein de techniques qu'on peut faire pour contrôler un petit peu plus ses émotions et y répondre de manière adaptée. Si vous n'avez rien ressenti aussi lors de du premier exercice, ça va vous aider, pour être un peu plus à l'écoute de vous-même. Et on aura à la fin, je crois que c'est après-demain, un atelier sur le sommeil. OK, donc je prends vos questions, je vais les trier par vote, donc c'est pour ça que je vous ai demandé de voter et je vais répondre, par vote. Donc vous pouvez faire remonter une question en y votant. OK, j'aime beaucoup celle-là. Comment faire comprendre à une personne que son comportement n'est pas approprié? Par exemple, parle fort sur un open space sans aller au conflit ou passer pour un relou de service. J'adore cette question parce que ça arrive à pas mal d'entre nous. Vous pouvez utiliser les outils de la communication non violente. Vous pouvez d'abord vous analyser, voir ce qui se passe pour vous, pourquoi ça vous dérange. Vous pouvez ensuite essayer de vous mettre à la place de la personne. Soit vous pouvez lui parler, soit vous pouvez juste y penser, vous dire qu'est-ce que cette personne ressent, pourquoi elle veut parler fort dans cet exemple-là. Et ensuite, vous pouvez lui faire un feedback en utilisant les 4 étapes de la communication non violente. Donc faire une observation. Par exemple, j'ai remarqué que tu parles fort et parfois j'ai du mal à entendre mes calls. Ça pourrait être un exemple. Vous entendez plus ce que vous êtes en train de dire au téléphone. Ça c'est un fait. Vous pouvez ensuite lui parler de vos sentiments, de pourquoi ça vous dérange. Par exemple, si vous entendez pas vos calls, peut-être que vous avez moins confiance en vous pour parler à un client, ou peut-être que vous oubliez ce que vous êtes en train de dire.
Et ensuite, vous pouvez faire une demande. Vous pouvez peut-être lui dire j'aimerais bien que lorsque tu passes tes appels, tu ailles dans une petite salle de réunion. Ou j'aimerais bien, lorsque tu parles à d'autres personnes, que vous réserviez une salle, ainsi de suite. Ça peut être un bon exemple de manière d'utiliser la communication non violente. Merci pour cette question, en tout cas. Je continue dans mes questions et dans les votes, donc continuez à voter. Alors, je vois une question. Comment faire face à un collègue qui a toujours raison et qui a réussi à se faire soutenir de sa hiérarchie? Donc ça, c'est un petit peu plus vaste parce que ici, dans cette question, sous-tend peut-être un problème de culture d'entreprise. Peut-être que, vous n'avez pas forcément le soutien de votre manager pour avoir des conversations un petit peu plus ouvertes. Donc à réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est vraiment un problème de culture d'entreprise? Si oui, est-ce que vous pouvez en parler à quelqu'un qui va vous soutenir et en parler en utilisant les méthodes dont on a parlé aujourd'hui, pour pas être dans le conflit, mais plutôt dans la question, dans l'écoute et dans la recherche d'un compromis. Face à ce collègue, donc si c'est quelque chose d'isolé, on va pouvoir agir directement sur cette personne. Si c'est pas isolé, on va essayer d'en parler autour de soi, si possible à son ou sa manager ou à quelqu'un à qui on fait confiance. Un collègue qui a toujours raison, en fait, on va essayer de comprendre pourquoi et aussi on va poser des limites. Chacun, en fait, a des degrés d'énergie différents et on ne peut pas donner ce qu'on ne peut pas donner. Donc, par exemple, si cette personne a toujours raison et peut avoir des comportements qui vous embêtent à certains moments, ça serait peut-être dans une réunion, vous ne pouvez pas en placer une, cette personne doit avoir le dernier mot. Est-ce que c'est possible pour vous de voir si vous pouvez agir soit sur votre réaction, est-ce que vous pouvez juste accepter que ce collègue est parfois un petit peu relou dans certaines situations, ou est-ce que vous pouvez agir aussi sur votre comportement à vous? Est-ce que vous pouvez, par exemple, lorsque vous parlez en réunion, poser des meilleures limites, dire: «On va répondre à ça plus tard, on va en parler plus tard», lui donner un cadre concret où cette personne peut s'exprimer. Donc ça, on voit vraiment qu'il y a une dynamique où on réfléchit ensemble, c'est presque une négociation, en fait, de bien communiquer avec ses collègues. Très bonne question aussi. Depuis le covid et le télétravail, les relations entre collègues se sont réduites. Comment faire pour rebooster cela? J'aime bien celle-là parce que c'est positif aussi. C'est vrai qu'il y a des collègues, en fait, avec qui, on était, assez souvent, on leur parlait dans des contextes, plus informels et on les voit plus trop, puisqu'on n'est pas forcément toujours au bureau au même moment. Pour ça, en fait, il faut d'abord analyser ses besoins. Qu'est-ce qui fait pour vous que vous avez besoin de plus de relations? Est-ce que, les moments passés à la machine à café à papoter vous manquent? Est-ce que c'est avoir plus de réunions pour savoir où en sont vos collègues sur, différentes étapes de leur travail? Qu'est-ce que c'est qui vous manque à vous? Quels sont vos besoins? Une fois que vous avez identifié vos besoins, vous allez pouvoir en parler aux autres et voir quels sont leurs besoins. Peut-être que vous allez le dire à vos collègues et que votre collègue va vous dire: «Ah, moi c'est super, je suis content d'être chez moi, tranquille et de passer que par mail». Mais peut-être que votre collègue va vous dire: «Effectivement, moi aussi j'aimerais qu'on parle plus pour pouvoir mieux collaborer». Donc une fois que vous avez les besoins de vos collègues, ça peut être intéressant et en particulier si vous êtes manager ou d'en parler à votre manager, de voir ce qui se passe au niveau de l'équipe pour mettre en place des solutions adaptées. Peut-être que vous allez faire un appel une fois par semaine où vous allez parler de votre charge de travail. Peut-être que vous allez prendre le temps d'appeler vos collègues pour savoir comment ils vont, si eux sont bien sûr d'accord. Tout ça, ça va être pas mal d'exemples, différents. OK. Donc je vois une question, qui est très rigolote et tout le monde en a beaucoup parlé dans le chat. Donc je vais y répondre. Ça arrive souvent dans, beaucoup d'entreprises. Ça peut être quelque chose de très gênant. La première chose à faire, c'est, peut-être et moi je sais qu'en tant que manager, j'ai déjà eu à faire ça, mais les personnes de mon équipe sont venues me voir pour m'en parler et je trouve que c'est une bonne chose à faire, ou d'en parler à quelqu'un qui est proche de cette personne-là. Ça peut être un bon exemple. Si vous n'êtes pas très proche de cette personne-là, ça risque peut-être d'être mal, reçu. Une bonne chose à faire ici, donc une fois que vous en avez parlé à cette personne proche ou que vous avez trouvé quelqu'un de proche, ça va être d'avoir cette personne qui en parle de manière un petit peu plus discrète à cette personne-là, où c'est pas évident. Parce qu'en fait, ça peut, rappelez-vous, si on fait un reproche à quelqu'un, ça peut être très mal reçu. Donc si vous êtes cette personne proche ou qu'il y a personne de proche et que c'est à vous de faire ce feedback, voilà comment, moi je m'y prendrais.
Déjà, je prendrai cette personne à l'écart pour être sûre que personne écoute cette conversation-là, et j'essaierai d'abord de l'écouter, de voir ce qui va dans sa vie, parce qu'on ne veut pas faire un feedback à la personne et que cette personne nous dise, je sais pas: «J'ai un problème de dépression», alors que nous, on s'était concentrés sur je suis de retour. J'ai été éjectée, mais je suis de retour. Donc dites-moi si vous m'avez bien entendue. Donc je continue pour cette dernière question. Donc prendre le temps de mettre cette personne à part et de lui parler. Et ensuite utiliser les étapes de la communication non violente, une fois qu'on l'a écoutée. Donc ça, c'est vraiment les étapes. Super, donc tout va bien. Donc ça, c'était notre dernière question. On est pile à l'heure maintenant. Donc je vais juste répéter pour, les personnes qui n'auraient pas entendu, mais avant ça, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain, super important cet atelier très complémentaire sur le stress. On va apprendre à mieux se gérer, mieux se comprendre. Ça, c'est super important, ça sera très complémentaire et on va avoir un atelier, spécial sommeil et ça, c'est pas mal. Ça a moins à voir avec ça, mais en fait, on dort tous et toutes mal parfois et on va voir, comment bien dormir. Donc, venez à ces ateliers, ça va être super bien. Un grand merci d'avoir été là pour cet atelier. Donc, je vais répéter les choses les plus importantes à retenir si jamais vous les aviez ratées. Euh, S'écouter, c'est super important, savoir ce qu'on ressent. Ensuite, écouter les autres. Et ensuite, communiquer. Revenez aux 4 étapes. Pour bien communiquer, n'hésitez pas à regarder le replay. Je vais les remettre en grand, ces 4 étapes-là, pour bien communiquer. Donc, pour bien communiquer, on veut d'abord observer, exprimer ses sentiments, exprimer ses besoins et faire une demande. Un grand merci. N'hésitez pas à regarder le replay, en particulier si vous étiez arrivé un petit peu en retard, tout y est dedans. Vous pouvez le regarder et tout revoir. N'hésitez pas à continuer à pratiquer. C'est vraiment la première étape vers un travail qui dure toute une vie. Un grand merci. Je vous souhaite une super bonne journée. On se retrouve demain pour l'atelier spécial stress. Il est super bien. Bon, c'est moi qui le fais, donc je suis biaisée, mais venez parce que ça va être super complémentaire. Un grand merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une super journée. Ravie de voir que ça vous a plu. Ça me fait super plaisir de voir tous les messages dans le chat. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses. Je suis ravie que ça vous ait autant servi. Un grand, grand merci. Je vois tous vos super messages défiler. Ils arrivent très, très vite, donc je ne peux pas tous les lire, mais ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et j'espère à demain. Et n'oubliez pas, il y a les replays disponibles. Donc, même si vous ratez un atelier, vous pouvez les revoir. Zéro souci là-dessus. Les replays vous seront envoyés par Trainme qui fait un super boulot dans les coulisses pour la partie technique. Un grand merci. Et oui, il y a un replay spécial alimentation. Ça s'est passé hier. C'était pas moi, mais c'était très bien aussi. C'était vraiment une super conférence sur l'alimentation et comment gérer sa pause-déj. Donc, bon replay aussi à voir. Un grand merci à tous et à toutes et je vous souhaite une super journée. On va pouvoir pas tarder à arrêter là. Donc bientôt, on va couper l'atelier. Donc, vos derniers mots de la fin, si vous êtes encore là. Bonne app à tous et à toutes. Encore un grand merci. Très, très belle journée. Merci pour vos super commentaires et retours. Le lien des replays vous sera envoyé par Trainme. Donc, pas de souci, ça va arriver vers vous très vite. Et l'accès du replay est en illimité, il me semble. Je demande, je demanderai à Trainme est-ce que l'accès du replay est en illimité. Un grand merci à tous et à toutes. Oui, l'accès du replay est bien en illimité, on me le confirme. Donc oui, vous pouvez le regarder à l'infini. Si vous voulez le voir 1000 fois, c'est possible. Parlez-en à vos collègues et n'oubliez pas de leur envoyer aussi le replay s'ils ne sont pas venus. C'est très utile. Et en particulier, ce dont on vient de parler aujourd'hui, c'est un travail de groupe. Plus il y a de personnes qui s'y mettent, mieux c'est. Un grand merci, très belle journée et bonne app à tous et à toutes. À très, très vite. Merci. Au revoir à tous et à toutes.
On va couper là. À très vite et à demain. Ciao, ciao.